En 1973, un seul homme, sans aucune arme, a débarqué sur une île privée où toute une armée l'attendait, prête à le tuer. Quand tout s'est terminé, la véritable armée, avec ses vedettes rapides, ses hélicoptères et ses soldats, est simplement arrivée trop tard. Trop tard pour sa propre victoire. Comment un seul combattant a-t-il pu réussir ce qu'un commando entier des forces spéciales n'aurait sans doute pas pu accomplir? Pour comprendre comment une telle chose a été possible, il faut revenir au Hong Kong du début des années 70. La ville vivait alors à 2 vitesses bien distinctes. En surface, c'était un tourbillon de néons éclatants, de marchés aux poissons vibrants, d'odeurs d'huile frite et de sel marin, un flux incessant de gens et de voitures qui ne s'arrêtait jamais. Mais sous cette enveloppe scintillante se cachait un autre Hong Kong, sombre et impitoyable, où l'argent se faisait sur la souffrance humaine. Les drogues circulaient par les entrepôts du port, les femmes étaient vendues comme de simples marchandises, et ceux qui en savaient trop finissaient simplement dissous dans l'océan. La police savait, les services secrets britanniques savaient aussi, mais savoir et prouver étaient 2 mondes différents, séparés par un gouffre que personne n'osait franchir. L'homme qui régnait sur ce royaume souterrain s'appelait Han. Ancien officier, il avait autrefois suivi le même entraînement que les agents qui le traquaient désormais. Il possédait sa propre île, un minuscule bout de terre au milieu de la mer ouverte où aucun policier, aucun journaliste, aucun fonctionnaire n'avait jamais posé le pied. Cette île était devenue son état personnel, avec ses propres lois, sa propre armée et son propre tournoi d'arts martiaux. Tous les quelques années, Han réunissait les meilleurs combattants du monde entier. Ils arrivaient, démontraient leur maîtrise, mangeaient à sa table, acceptaient ses alcools de luxe et repartaient. Ou ne repartaient pas. Ceux qui lui faisaient bonne impression restaient, certains de leur plein gré, d'autres non. Le complexe souterrain sous l'île regorgeait de gens qui étaient venus pour le tournoi et n'étaient jamais rentrés chez eux. C'est précisément là que l'agent britannique nommé Braithwaite a proposé à Bruce Lee de se rendre. À ce moment-là, Lee avait déjà largement dépassé le simple rôle d'instructeur. Il ne divisait plus le savoir en style ou en école. Il ne croyait pas que la forme comptait plus que l'essence. Ses élèves savaient que l'essentiel n'était pas la technique apprise, mais la capacité à voir la réalité telle qu'elle est et à réagir avec précision, sans mouvement superflu. « Ne détourne jamais le regard de ton adversaire », répétait-il, et cette phrase contenait bien plus qu'un simple conseil pour un combat. C'était une façon de regarder toute la vie. Braithwaite expliqua la mission en quelques mots durs et directs. S'infiltrer dans le complexe souterrain de Han en se faisant passer pour un participant au tournoi, rassembler les preuves des crimes et les transmettre à l'extérieur. Aucune arme, aucun soutien sur place, seulement Lee, ses compétences et le tournoi comme couverture. Lee accepta. Mais pas seulement pour la mission des Britanniques. Peu avant son départ, il apprit quelque chose qui transforma cette opération en une affaire profondément personnelle. Le garde du corps de Han, son homme de confiance, s'appelait O'Hara. Ce même O'Hara qui, quelques années plus tôt, avait acculé sa sœur dans une ruelle du port de Hong Kong. La jeune femme s'était retrouvée face à un choix qui n'en était pas un, et elle avait choisi la mort. O'Hara était simplement reparti et avait continué sa vie. Et voilà qu'il vivait maintenant sur l'île de Han, mangeait à sa table et veillait sur sa tranquillité. Le bateau pour l'île mit plusieurs heures. À bord, Lee remarqua 2 autres participants dont les destins allaient bientôt se mêler aux siens. Le premier était Roper, un Américain au cerveau vif et aux dettes chroniques. Vétéran du Vietnam, il avait l'habitude de prendre des décisions rapides et de payer cher ses erreurs. Le second était Williams, lui aussi vétéran, bruyant, sûr de lui, avec cette liberté dans les mouvements qu'ont les hommes qui ont depuis longtemps fait la paix avec le danger. Lee accueillit ses invités de façon impeccable. Des bâtiments blancs sur des collines verdoyantes, du personnel en uniforme identique, des tables dressées avec cette précision qui trahit une richesse habituée à se montrer. Han vint les saluer en personne, petit, calme, avec une prothèse à la place de la main droite équipée de plusieurs embouts interchangeables. Il parlait doucement et regardait les gens comme s'il savait déjà qui lui serait utile et qui ne le serait pas. Le premier jour du tournoi se déroula dans le calme. Les combattants montaient sur l'estrade, montraient leur art, puis s'effaçaient. Lee observait, mémorisait la disposition des bâtiments, comptait les gardes, cherchait les points d'entrée vers le niveau souterrain. Le soir, Han annonça une règle stricte. Après le coucher du soleil, personne ne devait quitter sa chambre. Les contrevenants seraient sévèrement punis.
Il prononça ces mots sans la moindre menace dans la voix, comme un homme qui avait depuis longtemps cessé d'avertir et se contentait d'agir. Pourtant, Lee sortit quand même cette nuit-là. L'obscurité sur l'île était particulière, dense, imprégnée d'humidité marine, seulement percée de rares taches jaunes de lanterne le long des chemins. Lee se déplaçait le long des murs comme s'il était devenu lui-même une partie de cette ombre. Pas un pas inutile, pas un bruit. Il trouva l'entrée du complexe souterrain plus vite qu'il ne l'avait espéré. La porte était légèrement entr'ouverte, comme si l'île elle-même avait commencé à trahir ses secrets. Ce qu'il découvrit à l'intérieur était pire que tout ce que Braithwaite avait imaginé. Des laboratoires remplis de rangées d'éprouvettes, des entrepôts bourrés de paquets, des cages où étaient enfermés des hommes, ces mêmes combattants et invités des tournois précédents qui étaient venus ici et n'étaient jamais repartis. Une véritable empire souterrain construit avec une froideur chirurgicale et une précision glaçante. Lee resta dans la pénombre et grava chaque détail dans sa mémoire. Position des caméras, nombre de gardes, chemin d'évacuation. Il était presque ressorti quand il entendit des pas. Les gardes apparurent plus tôt qu'ils ne l'avaient anticipé. Ils étaient 4, armés, entraînés, visiblement habitués aux visiteurs nocturnes. Ils tenaient des matraques et des lampes torches. La lumière lui coupa les yeux. Lee ne leur laissa pas le temps de donner l'alerte. Il se déplaça dans cette obscurité comme de l'eau impossible à saisir. Le premier garde n'eut même pas le temps de crier. Le coup l'atteignit exactement sous le plexus et son corps se plia en deux. Le deuxième tenta de frapper, mais Lee était déjà sur le côté et son coude s'enfonça dans la tempe avec un bruit sec et terrible. Le troisième et le quatrième se jetèrent ensemble. Dans l'étroit couloir, ce fut une erreur fatale. Lee utilisa leur propre masse contre eux. L'un percuta l'autre, et tous deux s'effondrèrent sous une série de coups courts et impitoyables. Tout cela dura moins d'1 minute. Lee remonta à la surface, regagna sa chambre et s'allongea pour dormir aussi calmement que si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, Anne ne dit pas un mot sur l'incident nocturne. Au lieu de cela, il fit sortir sur l'esplanade devant le bâtiment principal son géant exécuteur nommé Bolo. Une montagne de muscles aux épaules larges, avec le visage d'un homme qui prend un réel plaisir à son travail. Anne hocha la tête. Bolo s'approcha des 4 mêmes gardes que Lee avait neutralisés la nuit précédente. Et sous les yeux de tous les participants du tournoi, il commença à les tuer. Méthodiquement, sans hâte, comme s'il s'entraînait sur des mannequins. L'esplanade se transforma en lieu d'exécution. Les participants restaient immobiles et regardaient. Personne ne bougea. Le silence était si lourd qu'on entendait au loin, quelque part en mer, le cri solitaire d'un oiseau. C'était le signal. Anne n'expliquait jamais 2 fois ses règles. Ce même jour, les combats reprirent. Et c'est alors que Lee monta sur l'estrade face à O'Hara. Il fallait voir ce que signifiait ce duel, non pas pour les spectateurs, mais pour Lee lui-même. Techniquement, O'Hara était un combattant puissant, plus grand, plus large d'épaules, habitué à écraser par la masse et la brutalité. Mais Lee ne pensait pas à la technique. Il pensait à sa sœur dans cette ruelle du port de Hong Kong, au choix qu'on ne lui avait pas laissé, à la façon dont O'Hara était simplement reparti et avait continué à vivre. Tout cela s'était concentré en lui en un point de sang-froid glacial et absolu. O'Hara s'avança avec l'assurance habituelle de celui qui sait que Anne se tient derrière lui. Pendant les premières secondes, ils tournèrent en cercle, testant la distance. Puis O'Hara attaqua. Lee ne recula pas. Il esquiva sur le côté, à peine perceptible, d'un demi-pas, juste assez pour que le coup passe à vide, et riposta. Les spectateurs ne virent pas une belle série de blocs et de contres, mais quelque chose de tout à fait différent. Chaque frappe d'Ohara se perdait dans le vide, tandis que Lee réapparaissait sans cesse là où on ne l'attendait pas. C'était humiliant. Pas par la douleur, mais par l'impossibilité même de toucher l'adversaire. O'Hara commença à s'énerver. Et la colère, pour un combattant habitué à dominer par la force, c'était déjà le début de la fin. Quand Lee passa à l'attaque, tout se déroula vite et de façon irréversible. Quelques coups précis, et O'Hara se retrouva à genoux devant tout le tournoi, devant Anne, devant ceux pour qui il incarnait la force invincible. Anne regardait depuis son estrade avec l'expression d'un homme qui calcule ses pertes. Mais O'Hara ne s'avoua pas vaincu. Il se releva, brisa une bouteille sur le bord de l'estrade et se jeta sur Lee avec les tessons à la main. Ce n'était plus un duel.
C'était une tentative de meurtre devant tout le monde. Lee le tua, avec précision, définitivement, comme on pose un point final à une phrase. L'estrade se tut. Anne se leva lentement. 2 regards se croisèrent au-dessus du corps d'Ohara, et les 2 hommes comprirent, le masque était tombé. Lee n'était plus un simple participant au tournoi. Anne n'était plus simplement le maître de l'île. Entre eux se dressait désormais quelque chose qui ne se règle pas par des négociations. Anne déclara que les compétitions s'arrêtaient pour la journée, soi-disant à cause de la trahison d'Ohara qui avait insulté l'honneur du tournoi. Mais ce soir-là, il s'occupa d'autre chose. Williams avait lui aussi enfreint l'interdiction. Il était sorti la nuit pour se dégourdir les jambes. Anne ne le crut pas. Il le fit venir et lui proposa un choix simple. Avouer qu'il était au courant du visiteur nocturne ou en payer le prix lui-même. Williams sourit de ce large sourire d'homme libre qui n'a plus rien à perdre. Anne retira sa prothèse de la main droite et en fixa une autre, lourde, en fer, polie jusqu'à briller comme un miroir. Ce qui se passa dans la pièce fermée, les participants ne le virent pas. Ils n'entendirent que les bruits. Puis les domestiques emportèrent ce qu'il restait de Williams. Lee l'apprit le lendemain matin. Il se tenait à la fenêtre de sa chambre et regardait la cour intérieure de l'île avec l'expression d'un homme qui avait déjà pris sa décision et marchait désormais simplement jusqu'au bout. Cette nuit-là, il ressortit. Il atteignit la baie, trouva un endroit discret et envoya le signal à Braithwaite. Cela suffisait. Il ne restait plus qu'à tenir. Mais quelqu'un avait déjà averti Anne. Cette fois, les gardes étaient prêts. Lee se battit dans l'obscurité au bord de l'eau, longtemps, contre plusieurs vagues d'assaillants. Chaque fois qu'il semblait percer, d'autres apparaissaient. Finalement, ils le submergèrent. Ils ne le vainquirent pas dans un combat loyal, ils l'écrasèrent simplement par le nombre, le coincèrent dans un coin et le maîtrisèrent. Lee se retrouva dans ce même complexe souterrain qu'il avait exploré 2 nuits plus tôt, seulement cette fois de l'autre côté des barreaux. Le lendemain matin, Anne fit une proposition à Roper. Il lui montra les laboratoires, les entrepôts, lui expliqua calmement les chiffres, revenus, logistique, perspectives. Il parlait comme un partenaire commercial en négociation. Roper écouta attentivement. Les chiffres semblaient convaincants. Le style de vie paraissait tentant. Anne savait vendre. Mais ensuite Roper apprit ce qui était arrivé à Williams. Quelque chose changea en lui à cet instant. Peut-être le souvenir du Vietnam où ils avaient combattu ensemble sous le même feu. Peut-être cette ligne qu'un homme, même endetté et à la conscience abîmée, ne franchit jamais. Roper refusa, calmement, sans explication, en regardant Anne droit dans les yeux. Anne hocha la tête. Et le lendemain matin, il annonça que Roper combattrait contre Lee. Roper refusa à nouveau. Alors Anne lui mit un autre adversaire en face, Bolo. Ce même géant qui, la veille, avait tué les gardes comme des mannequins d'entraînement. Roper monta sur l'estrade sans illusion. Bolo était plus grand, plus lourd, plus fort physiquement. Cela se voyait à l'œil nu. Les premiers coups repoussèrent Roper en arrière. Les spectateurs dans les tribunes, les rares qui étaient encore libres, observaient avec l'expression de ceux qui connaissent déjà l'issue. Mais Roper était un vétéran. Il savait perdre des rounds et gagner des combats. Il lisait Bolo, ses habitudes, son rythme, cette légère hésitation qu'ont les très grands hommes après un coup puissant dans le vide. Et quand le moment arriva, Roper ne le laissa pas passer. Le combat fut long et brutal. À la fin, les 2 hommes étaient couverts de sang. Mais Roper tenait encore debout. C'est à cet instant précis que se produisit sur l'île quelque chose que Anne n'avait pas pu prévoir. Parmi les prisonniers du complexe souterrain se trouvait une femme, un agent nommé Mai Ling. Elle travaillait en lien avec Lee bien avant le début du tournoi, et pendant que toute l'attention des gardes était concentrée sur le combat entre Roper et Bolo, elle se glissa discrètement jusqu'au levier. Un verrou, un deuxième, un troisième, tous en même temps. Des dizaines de personnes surgirent des sous-sols vers la lumière, ces mêmes combattants et invités des tournois précédents que Anne avait gardés enfermés pendant des années. Parmi eux se trouvait aussi Lee. Ce qui suivit n'était plus un simple combat au sens habituel. C'était le choc de 2 états d'esprit. L'armée de Anne, disciplinée, armée, habituée à écraser, et des hommes et des femmes qui n'avaient plus rien à perdre.
Ils se battirent avec cette fureur qui naît seulement après une attente trop longue. Roper combattait au cœur de la mêlée, Lee avançait en tête de tous. Les poings rencontraient les os, les cris se noyaient dans le grondement de la mer, l'air s'emplissait d'une lourde odeur de sueur, de sang et de sel marin. Personne ne pensait plus aux règles du tournoi. Anne prit la fuite. Il se frayait un chemin à travers sa propre île, à travers les bâtiments qu'il avait construits pendant des années, devant les gens qu'il payait depuis des années. Derrière lui marchait Lee, sans hâte, sans cri, avec ce même visage calme qu'il avait sur l'estrade. Anne plongea dans l'un des pavillons de sa collection personnelle d'armes et de trophées, puis plus loin, dans une pièce spéciale qu'il avait visiblement préparée précisément pour un tel cas. Les murs étaient entièrement recouverts de miroirs du sol au plafond, sur les 4 côtés, des centaines de reflets. Des centaines de Anne le regardaient depuis différents angles, des centaines de points d'où pouvait venir le coup. Lee entra à sa suite et s'arrêta. Anne attaqua depuis un reflet, ou du moins cela semblait être depuis un reflet. Le premier coup passa tout près, à un cheveu près. Dans ce labyrinthe de miroirs, la profondeur se perdait, la direction se perdait, la sensation même de l'espace disparaissait. Anne s'y était entraîné pendant des années, il connaissait chaque angle, chaque reflet. Lee non. Pendant quelques secondes, Anne domina. Sa main de fer fendait l'air près du visage de Lee. Les reflets multipliaient les attaques, et il était impossible de savoir où se trouvait le véritable adversaire et où n'était qu'une ombre. Lee reçut plusieurs coups sérieux et commença à reculer. Puis il s'arrêta net. Il ferma les yeux une fraction de seconde, les rouvrit et regarda non plus les reflets, mais à travers eux, non plus les visages, le mouvement, non plus la forme, l'essence. Le premier miroir explosa sous le coup de son poing, puis le deuxième, le troisième. Les éclats volaient dans toutes les directions. La pièce perdait son principal avantage à chaque nouveau coup, et Anne le perdait avec elle. Quand les miroirs eurent disparu, il ne resta plus que 2 hommes dans un espace vide, sans reflet, sans illusion. Anne mourut dans son propre musée, au milieu de ses propres trophées, et seule. Lee sortit à la lumière. Dehors, le combat touchait déjà à sa fin. Les restes de l'armée de Anne s'enfuyaient ou se rendaient, et les anciens prisonniers se tenaient par groupes, n'osant encore croire que tout cela était vraiment terminé. Roper se tenait au milieu de la cour, meurtri, couvert de sang, avec cette expression particulière d'un homme qui a fait le bon pari et qui en est lui-même surpris. Ils se regardèrent en silence. Tous deux étaient épuisés au-delà des limites et ne tenaient encore debout que par ce qui se trouve au-delà des forces physiques. Roper leva lentement le pouce. Lee lui répondit de la même façon. Au loin, on entendit le bruit des rotors d'hélicoptères. Les militaires que Braithwaite avait appelés grâce au signal de Lee étaient enfin arrivés sur l'île. Des vedettes accostaient, des soldats en armes en descendaient. Ils venaient prendre le contrôle de ce que 2 hommes épuisés avaient déjà conquis sans eux. Les vedettes militaires accostaient déjà au rivage et les soldats en tenue complète débarquaient sur le quai, prêts à prendre le contrôle de ce qui restait de l'empire de Anne. Mais la vraie victoire avait eu lieu bien avant. Elle s'était produite au moment où Lee et Roper se tenaient au milieu de la cour, épuisés, couverts de sang, et se levaient simplement le pouce l'un pour l'autre. L'armée était arrivée trop tard. Elle était venue sur un terrain déjà conquis, sur une île où la machine disciplinée de la répression avait été brisée par une poignée d'hommes et de femmes qui n'avaient plus rien à perdre. Ceux qui, la veille encore, étaient enfermés dans des cages souterraines, se tenaient maintenant au soleil et n'arrivaient pas à croire que c'était vraiment fini. Mei Ling, qui avait ouvert les verrous, s'écarta discrètement et pour la première fois depuis longtemps, s'autorisa simplement à respirer à plein poumon. Roper, le vétéran aux dettes et à la conscience abîmée, comprit soudain qu'il venait de faire le pari le plus cher et le plus juste de toute sa vie, non pas pour l'argent, mais pour cette ligne qu'on ne doit jamais franchir. L'île que Anne considérait comme son état imprenable cessa d'exister en un instant. Les laboratoires et entrepôts souterrains ouvrirent leurs portes à ceux qui étaient venus les détruire. Les gens que Anne avait gardés dans l'obscurité pendant des années sortirent à la surface et virent le ciel qu'ils n'espéraient plus revoir. Anne gisait parmi les éclats de ses miroirs, au milieu de ses propres trophées qui ne valaient plus rien. Son armée, qui paraissait encore invincible la veille, s'enfuyait maintenant ou se rendait sans résistance. Même Bolo, ce géant qui exécutait les ordres les plus sales, restait simplement à l'écart avec un regard vide, comme s'il venait seulement de comprendre que toute sa force était liée à un homme qui n'existait plus. Et à Hong Kong, comme bien au-delà, le monde commença à changer.
Le film que Bruce Lee avait réussi à terminer peu avant sa mort, sortit en salle la même année 1973 et rapporta plus de 90 millions de dollars pour un budget minuscule. Il montra au public occidental non seulement les arts martiaux, mais quelque chose de bien plus profond. Une philosophie où l'essentiel n'est pas la forme, mais la capacité à voir la réalité à travers. Des dizaines de films tournés plus tard copièrent son style, ses mouvements, sa vision du combat comme une conversation sans mots. Mais le plus important restait ce que Lee avait laissé derrière lui. Il avait prouvé qu'un seul homme qui voit l'essence peut détruire tout un système d'illusions. La salle des miroirs de Han devint un symbole. Dès que tu cesses de regarder les reflets et commences à voir le mouvement, les illusions volent en éclats. Lee se tenait sur la plage et regardait les soldats prendre position. Sur son visage, il n'y avait pas de triomphe, seulement cette expression calme, presque détachée, de l'homme qui a fait ce qu'il devait faire. Il ne devint pas un héros au sens habituel, il resta simplement lui-même. Et l'île, qui avait autrefois semblé une forteresse imprenable, se dressait maintenant vide et silencieuse, comme un rappel que même les murs les plus solides s'effondrent quand une fissure s'est déjà installée à l'intérieur. L'armée était arrivée trop tard pour sa propre victoire, comme cela avait été écrit depuis le début. Et dans ce retard résidait la vérité la plus exacte et la plus irrémédiable de cette journée.